Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Mes amis, bienvenue place du marché en ce dimanche matin. Nous allons voyager aujourd'hui. Alors, on part pas très loin puisque le pays auquel je vais faire référence est un des plus proches de la France, séparé de nous par une mer étroite, la Manche. Bon, vous avez compris, on va parler de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Alors, je dis proche, certes, par la distance, qui ne varie pas, mais quand même un petit peu éloigné, par l'histoire ancienne, la culture et même certains antagonismes qui survivent, mais plus éloigné encore depuis 15 jours que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne avec le Brexit. Alors pour ceux qui ne sont pas très férus d'anglais, Brexit c'est une contraction de British Exit, la sortie de la Grande-Bretagne. C'est clair, il me semble. Brexit, au moins on sait ce que ça veut dire. Alors des deux côtés du Channel, il y a des pour et il y a des contre. Et c'est sous un angle culinaire et gastronomique, comme d'habitude, place du marché, que je voulais me poser la question de ce qui nous manquerait à nous, les Français, si la cuisine et les produits britanniques n'existaient pas. Si vraiment, avec le Brexit, on avait supprimé toute la gastronomie britannique. Alors, beaucoup de Français pensent rien. C'est ce qu'on va voir avec nos invités ce matin. Autour de moi, Trish de Seine. Bonjour Trish. Bonjour Vincent. Auteur de livres de cuisine à succès. Et puis, ça fait un petit moment maintenant. Ça fait longtemps. Vous avez des Alors, il y a un mot en français, c'est best-seller. Oui, long seller. Alors, Trish, non seulement vous êtes auteur, mais aussi vous êtes l'illustration de la différence entre Grande-Bretagne et Royaume-Uni. Ah bon ? Oui. Je porte la bannière. Oui, vous portez ça, parce qu'on va l'expliquer dans un instant, je vais y revenir, c'est un petit teaser, comme on dit. En face de vous, David Cobbold, journaliste spécialiste du vin. Bonjour David. Bonjour Vincent. Alors David, on va le retrouver d'ailleurs dans l'émission, tout au long de l'émission, puis il reviendra tout à l'heure à 12h30 dans Invino, aux côtés de notre camarade Alain Marty, Philippe Forbrac, tout ça, puisque tous les dimanches, on partage l'antenne, David et moi. Oui, et puis on fait aussi samedi. Donc, deux fois par semaine. Vous avez commencé un hier. Anglais qui parle du pinard, ça s'invente pas. Moi, j'adore. Je trouve que c'est très juste. Et on va voir à quel point c'est juste et à quel point les Anglais sont impliqués dans le vin et même dans le vin français depuis longtemps. On en reparle. Et à côté de vous, Guillaume Crouzet, un vieux camarade, enfin vieux non d'ailleurs, il est encore assez sémillant. En tout cas, un camarade de longue date, journaliste gastronomique et touristique. Il a participé à la création d'El à table, qu'on connaît bien, de l'Express Style, qu'on connaît bien également. Et Guillaume, vous collaborez à de nombreuses revues qui vous font voyager dans le monde entier, et notamment au Royaume-Uni. Oui, en Écosse, en Irlande, au Pays de Galles, et j'y vais toujours avec plaisir. Je comprends. Alors justement, la première question de cette émission, où on se pose la question de ce qui nous manquerait si les Anglais n'existent pas. Quand je dis les Anglais, on va dire les Britanniques, et même les Irlandais du Nord, puisque la question c'est quelle est la différence, pour nous on ne comprend pas toujours, entre Grande-Bretagne et Royaume-Uni. Eh bien, elle est personnalisée ici, en la personne de Trish de Seine, qui est irlandaise du Nord. Oui. Et c'est l'Irlande du Nord, la différence entre Grande-Bretagne et Royaume-Uni. Absolument, les comtés de l'Irlande du Nord. Et en plus, lorsqu'on est Irlandais du Nord, depuis le Good Friday Agreement de 98, on peut aussi s'identifier comme Irlandais ou Irlandaise. Donc on a en fait 3 casquettes. Vous avez une double nationalité en quelque sorte. Oui, alors, peut-être pour vous, c'est pas très clair, mais grosso modo, la Grande-Bretagne, c'est évidemment l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, c'est-à-dire cette île unie, et puis on y rajoute l'Irlande du Nord et ça devient le Royaume-Uni. Tout à fait. Ouais. Et ça, comme vous êtes irlandaise du Nord. D'ailleurs, un petit mot, parce que vous le savez, c'est pas une émission politique ni historique, mais comment ça va l'Irlande du Nord aujourd'hui, l'identité de l'Irlande du Nord après évidemment les drames des guerres internes irlandaises? Eh bien, l'Irlande du Nord a voté pour rester en Europe. Et là, ils sont plus touchés par l'élection irlandaise. Donc, il va changer vraiment la donne avec Sinn Féin qui a pris une grande partie de la vote. Et on peut imaginer que bientôt, il y aura un référendum pour avoir l'Irlande unie.
unis. Et voilà, les jeux ont un petit peu changé depuis quelques années. En fait, la République, maintenant, économiquement, est plus forte que le Nord. Oui, donc, et puis pour faire simple, beaucoup. On va dire ce qui était sur base, cette lutte intestine qui était sur base de religion et aussi de social, hein, il faut bien le dire. Ouais. Les religions ont tendance quand même à s'amenuiser. On devient de plus en plus laïque, même au Royaume-Uni. Et donc, c'est moins grave d'être protestant ou catholique. Oui, enfin, le conflit n'était jamais théologique. On dit c'était jamais vraiment la différence des religions, c'est ce que ça représentait. Et ça, il y a toujours sous-jacente ce menace de regain de violence. Mais bon, on croise les doigts, on espère que les choses vont aller bien. Et oui, puisque l'Irlande du Nord, c'est une terre du Royaume-Uni en terrain irlandais. Hein, puisque l'île d'Irlande, elle est en revanche bien identifiée. Ce qui est compliqué, c'est que l'Irlande du Nord était largement colonisée par des Écossais expulsés d'Écosse, ce qui a introduit la partie protestante. Alors, ce sont mes ancêtres, mais ils n'étaient pas expulsés. non. Ils ont été implantés, ce qui est pas terrible non plus. On leur a donné des terres. Ça commence. Ils ont pris. Ça commence déjà entre l'anglais et l'irlandaise. Moi, j'ai un 8e d'Écossais, donc on a des ancêtres en commun. C'est ça, c'est sympathique. Alors, pour lancer ce débat sur ce Brexit en cuisine, je voulais avoir le témoignage d'une chef, d'une grande chef française implantée à Londres, implantée en territoire anglais. C'est Hélène Darroze et on l'a au téléphone. Bonjour Hélène. Bonjour. C'est gentil d'avoir répondu à notre petit appel téléphonique. Hélène, je le rappelle, évidemment, vous êtes chef, vous êtes landaise d'origine, implantée à Paris avec plusieurs adresses d'ailleurs, et vous avez été chercher 2 étoiles au guide Michelin au Connaught, qui est un palace londonien, on peut dire ça. Oui, c'est une institution londonienne en termes d'hôtellerie. C'était l'hôtel où le général de Gaulle a séjourné pendant la guerre et où il avait ses bureaux. Donc c'est un hôtel qui en plus a un vrai lien avec la France. Et c'est vraiment une institution. C'est un hôtel très londonien, très presque un peu club privé. Oui, c'est ça. C'est vraiment un magnifique hôtel, qu'on peut apparenter, qu'on peut assimiler à un palace. Il n'y a pas de classification palace en Angleterre. Mais en tout cas, un hôtel de grand charme. Et on pourrait parler à la place de boutique hôtel qu'on entend un peu un club hôtel, quoi. Voilà. Il y a ce côté très, très anglais. Alors, Hélène, j'ai lu dans vos interviews diverses, et je crois que c'était dans le Figaro, vous avez dit un jour, si mon aventure au Connaught n'avait pas existé, je ne serais pas la cuisinière que je suis aujourd'hui. En quoi ? Je me suis ouvert un peu à ce qui existait en Angleterre et aux produits que cette terre, c'était la moindre des choses, hein, puisqu'on m'accueillait là-bas, il fallait quand même que je m'ouvre à ce qui se passait là-bas. Après, je pense que être arrivé au Connaught, ça m'a donné une dimension internationale que je n'avais pas avant. Quoi. Oui, Ça c'est clair. C'est plus en termes après de positionnement que de compétences culinaires même. Voilà. Hélène, on a coutume de dire la bonne cuisine est en France, les concepts sont à Londres. Est-ce que ça veut dire que il y a une pléiade de chefs évidemment qui sont des chefs français installés à Londres, souvent étoilés. Donc c'est la première frontière, c'est la première destination hors de France pour les chefs français, non ? Peut-être. Alors après, il faut pas mésestimer. Il y a aussi de grands chefs anglais. Hein. Bien sûr. Ça, il faut pas mésestimer ça, hein, parce que. Mais c'est depuis 10 ans, parce qu'avant c'était un peu absent quand même. Hein. Depuis 10 ans, un Gordon Ramsay, ça fait quand même une vingtaine d'années, je pense. Un Tom Aikens, je pense que un Phil Howard, c'est des gens qui sont là-bas. Enfin, moi, ils étaient bien installés quand je suis arrivée, et c'était il y a 11 ans. Donc, voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faut quand même souligner que la plupart d'entre eux sont venus, à un moment donné de leur début de carrière en tout cas, venir apprendre en France. Ça, se former, ils sont toujours passés par des formations chez des grands chefs français. Mais ça n'empêche qu'il y a de vrais talents. Et oui, il y a quelques noms français qui sont implantés depuis très longtemps. La famille Roux,
Enfin, il y a vraiment. Ah bah oui. Ça, c'est sûr que les rois des sauces, les roux. Hein. Mais après, c'est vrai que l'Angleterre est la reine des concepts. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concepts. Enfin, des restaurants que tu appelles Akassan, Zuma, Roca. Donc c'est une forte implantation, en tout cas française, dans cette capitale de l'Angleterre, et pas seulement. Et on va se quitter pour une petite page de publicité, vous le savez bien. On se retrouve tout de suite après, Hélène, et je vais vous demander de nous parler un peu de l'héritage du Connaught, ce qu'a laissé pour vous, et ce que laissera dans votre carrière, en termes de cuisine, en termes de produits, votre expérience londonienne. À tout de suite. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. J'aime bien la musique de choix. Green Onions. Vous aimez bien Green Onions, Booker T and the MGs. Ah oui. J'adore ça. Bah oui. Puis Green Onions, pour une émission qui parle de cuisine, pour moi, c'était important. Hein. C'est bien. On est avec David Cobold, notre collègue de Invino, qu'on retrouvera d'ailleurs tout à l'heure à l'antenne de Sud Radio. En face de vous, Trish de Seine, qui est auteur de livres à succès, de livres de cuisine nettement quand même anglo-saxonne, hein, sur les thèmes culinaires. D'ailleurs, on va y revenir tout de suite. Et Guillaume Crouzet, qui est journaliste gastronomique et touristique, pour parler du Brexit en cuisine. Brexit en cuisine, j'ai intitulé cette émission ainsi pour dire, l'Angleterre quitte l'Europe, le Royaume-Uni quitte l'Europe, mais qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste dans notre culture gastronomique ? Et au téléphone, nous sommes avec Hélène Darroze. Hélène Darroze, grand chef doublement étoilé à Londres, au Connaught, cet hôtel avec un petit côté français quand même, à travers son chef et puis à travers l'histoire, puisqu'elle nous le rappelait tout à l'heure. C'était là que séjournait le général de Gaulle pendant la dernière guerre. Ouais, et c'était là qu'il y a eu un grand chef aussi français qui s'appelait Michel Bourdin, qui a été un des premiers Français à arriver à Londres. Et il est resté là pendant, je crois, une trentaine d'années, cuisinier favori de la reine-mère. Le Connaught, il a toujours été vraiment marqué par une vraie influence française. L'alliance cordiale. Par Michel Bourdin. Voilà. Un peu l'alliance cordiale en cuisine, Hélène, hein ? Exactement. C'est cher à notre cœur, mais aujourd'hui, l'alliance cordiale a un petit coup dans l'aile. Alors, on peut aussi parler des sommeliers français qui ont séjourné au Connaught. Je crois bien qu'Olivier Pousset en a fait partie, n'est-ce pas ? Il est passé. Les grands sommeliers, on va y revenir tout de suite parce qu'on va parler. La table du Connaught est certainement la plus belle cave de toute la Grande-Bretagne, et puis sans doute bien au-delà aussi. C'est pas mal ça pour une fille du Sud-Ouest d'avoir à disposition une belle cave à Londres. Exactement. Mais on va le découvrir avec David Cobold dans un instant. C'est une histoire ancienne, l'histoire de l'amour des Anglais pour le vin. On revient tout de suite à une question qui me taraude, Hélène, avant de vous laisser aller cuisiner, parce que je sais bien que c'est votre métier quand même. Et que je veux pas vous prendre trop de plats pour pas que ça pince au fond des casseroles. Hélène, qu'est-ce que vous laisse en fait la cuisine anglaise et les produits anglais comme trace dans votre expérience de vie, dans votre culture culinaire? Moi, il faut bien se dire une chose. Je suis partie au Connaught à une seule condition. Quand ils sont venus me chercher, je leur ai dit voilà, moi je veux rester moi-même et je veux faire ma cuisine. Et on m'a répondu c'est bien pour ça qu'on vient vous chercher. Bien sûr. Donc je peux pas dire que je sois vraiment influencé par... Oui, mais vous avez vécu à Londres, vous avez beaucoup vécu à Londres et vous ne vous êtes pas nourri que de plats français. Donc je suppose qu'il y a une influence qui est rentrée en vous quand même. Oui, après l'influence à Londres, alors Londres c'est une scène gastronomique très particulière. Oui, cosmopolite. Voilà, c'est ça quoi. C'est que vraiment toutes les cuisines sont représentées à Londres et sont super bien représentées. Et après, si on est vraiment honnête, la cuisine anglaise, on la trouve dans les pubs, on les trouve. Moi, j'allais la chercher très souvent au Borough Market, qui est un marché le week-end, un marché où tous les artisans alentours viennent avec leur stand, et c'est dans la rue comme ça du Borough Market que je mangeais le meilleur fish and chips, que je mangeais le meilleur paille. Que c'est aussi dans ce marché que il y a 10 ans on a vraiment commencé à trouver les meilleurs produits. Et notamment les fromages, et on va y revenir. Voilà, les fromages de Neal's Yard, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Donc voilà. Mais c'est vrai que
Alors, il y a quand même, en termes de produits, il y a quand même des manques. Hein. Il y a notamment, je trouve, par rapport à tout ce qui est légumes, etc., on n'a pas la richesse de ce qu'on peut trouver en France, parce qu'en France, on a le Sud, parce que voilà. Mais par contre, en termes de viande, en termes de poisson, hein, tout ce qui nous vient... c'est quand même entouré par la mer, hein. Voilà, la Grande-Bretagne. Voilà, moi au début, je suis très honnête, je faisais venir mon poisson de Saint-Jean-de-Luz comme je fais ici à Paris. J'ai vite arrêté parce qu'il n'y avait pas de raison, quoi. Hein. Mais je continue quand même mes volailles continuent à venir du Sud-Ouest. J'espère oui, que vous restez landaise dans la volaille. Exactement. Hein, même dans si... la volaille, dans certains produits, on reste attaché à la France et particulièrement au Sud-Ouest. Merci beaucoup Hélène Darroze. Je vous souhaite un bon dimanche en cuisine. Enfin, moi je le souhaite en tout cas pour ceux qui vont vous déguster. Et on se retrouve bien vite à l'antenne de Sud Radio, hein, parce que je sais que vous êtes appréciés et nous aussi, on vous aime beaucoup. Voilà. Merci, allez, bonne journée. Au revoir à tout le monde. Au revoir Hélène. J'ai vu pendant ce temps-là que Triche de Seine, elle prenait des notes parce que Hélène, elle a un petit peu égratigné, par exemple, tout ce qui est on va dire la végétation. Oui, c'est un pays quand même qui est assez septentrional. Hein. On est au nord, on n'a pas évidemment tous ces produits du sud. Mais comme pour beaucoup de choses, vous les Français, vous vous rendez pas compte de votre chance. Et c'est vrai que dans vos gastronomies, n'est-ce pas? Oui, il y a David qui hoche la tête en face. Que ce soit votre histoire, votre terroir, vraiment, on n'est pas vraiment logé à la même enseigne en Bretagne, je pense. Et donc l'héritage culinaire était peut-être un petit peu plus limité. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être que tous ces plats nationaux sont rentrés et prennent une place presque anecdotique, parce que partout, que ce soit en Irlande, en Grande-Bretagne, c'est un peu ce que disait Hélène, c'est que la globalisation de la gastronomie a pris place aussi là-bas. Bien sûr. Mais vous qui êtes auteur de livres quand même très très anglo-saxons sur le plan culinaire, c'est vrai, et à succès en France, c'est ça qui est étonnant. C'est-à-dire que vous avez un peu défriché pour les auteurs britanniques de livres de cuisine en disant oui, alors vous êtes rentré un peu par le sucré quand même. Hein. Mais très par le sucré. Et puis il faut se dire aussi que c'était, je suis bien une auteure qui est là depuis un moment, donc c'était il y a 20 ans. Ben oui, mais c'est ça qui est extraordinaire. Et oui, et à cette époque-là, on découvrait beaucoup plus. On n'avait pas cet Internet qui foisonnait des dernières petites tendances dans les coins perdus du monde entier. Et finalement, alors moi, ça m'a fait beaucoup rire. Il faut dire, ça m'amusait beaucoup de voir l'engouement des Français pour les plats anglais que je servais, que ce soit dans mes dîners et puis ensuite dans les bouquins. Triche, quels sont les grands desserts, puisque vous avez commencé vraiment par les desserts, quels sont vraiment les grands desserts que vous avez fait connaître aux Français et dont on vous parle encore quand on a lu vos livres? Alors le crumble, j'imagine. Alors le crumble, je l'ai mis dans mon livre, mais ce n'est pas moi, c'était une autrice qui s'appelait Camille Le Foll, qui a fait un livre sur les crumbles. Et d'ailleurs, on peut rappeler ce que c'est. Hein. Il y a personne ne sait pas ce que c'est. Mais... C'est un dessert où on a un fond de fruits assez acidulés et au-dessus nous avons un espèce de sablé qui est fait avec de la farine et du sucre et du beurre. On dirait un peu du streusel si on était en Alsace. Non, je t'en prie. Non, ok, c'est crumble. Ne mélangeons pas les streusels et les crumbles. Parce que dans ce dessert, ce qui est intéressant, c'est que quand même on a une espèce de dégradé de croquant, donc que ce soit le dessus qui est bien croustillante et ensuite la pâte se mélange avec le jus il y a tout un intermédiaire entre le fruit et la pâte. C'est comme le cambium dans un arbre. Voilà, c'est la transition entre l'écorce et le cœur du bois. C'est très beau, c'est très poétique ce que vous dites, David. C'est le bon endroit. Et c'est un peu pareil donc pour parler des autres desserts avec le trifle, parce que finalement c'est ce mélange. Qu'est-ce que c'est le trifle? Il y a la jelly là-dedans. Alors, il peut avoir de la jelly. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement, non. Et pas que.
En fait, c'est encore un dessert à étage. Finalement, on est très fort en dessert à étage. Alors, donc, justement, excusez-moi, je vous coupe, mais il y a un truc qui, pour moi, est quand même symptomatique de la pâtisserie anglaise. C'est pas un hasard si en français on dit la crème anglaise. Mais oui, les crèmes, on est dingue de ça. Ça vient de là. L'origine, c'est une crème qui était servie à la cour du roi au XVIe siècle, la custard, qui était un peu plus épaisse et oui, parce que conservée à épaissie l'époque. avec quoi Grâce d'ailleurs? aux œufs. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, on est à mi-chemin entre les crèmes anglaises d'aujourd'hui et la crème pâtissière, c'est-à-dire en consistance. Il n'y a pas de féculents dans la crème anglaise, alors que dans et ce qui est intéressant dans l'histoire tout de même, c'est que là, c'est un emprunt qu'on a reconnu, nous, Français, auprès des Anglais. Et ils sont nombreux, finalement. Donc, quand tu dis que ça va nous manquer avec le Brexit, Dieu merci, on va garder, il y a des magasins qui existent. On a le droit de garder la crème anglaise quand même. Par exemple, tu sais, ce terme péjoratif qu'on a quand on parle des Anglais, on les traite de roast beef. C'est pas un hasard. Roast beef, pourquoi est-ce qu'on les traite comme ça? Eh bien, parce que ça a été les premiers en Angleterre qui ont présenté de la viande rôtie et qui en ont fait un plat principal, alors que nous, à cette époque, on était au XVIIe, on mangeait encore la viande bouillie. Des ragoûts. Roast beef, le bœuf rôti. Et les traiteurs à Calais accueillaient les gens qui venaient d'Angleterre avec une broche où il y avait du bœuf rôti, en leur disant: regardez, même ici de ce côté, on va bien vous servir quelque chose de bon au déjeuner. Et puis après, les Français ont repris le flambeau et nous ont cuisiné quand même une viande qui n'était pas cuite jusqu'au cœur, parce que c'est souvent trop cuit. Il y a eu, Vincent, des alternances et des paradoxes entre l'Angleterre et la France, ou la Grande-Bretagne et la France, au niveau culinaire. Je me souviens d'avoir lu un livre d'un historien qui s'appelait Stephen Mannell, à l'université anglaise, et il parlait de la cuisine au 19e siècle. On consommait plus d'ail en Angleterre qu'en France, et en France, plus de menthe qu'en Angleterre. Mais non, c'est pas possible. Alors que les idées reçues, ça dit strictement l'inverse. non, mais il y a eu des inversions d'histoire. Et des idées reçues, il y en a énormément. Tu connais l'anecdote du président Chirac recevant Tony Blair à l'Élysée. Tony Blair le remercie du dîner qui lui a été servi et il lui répond, et il ajoute, le président français: la cuisine anglaise, on pense que c'est de la daube quand on la goûte, et on regrette finalement que ça n'en soit pas. Non, mais et encore, je suis bien élevé, j'ai remplacé le mot daube. Excuse-moi. En réalité, c'était autre chose. C'est sorti d'un sketch de Jacques Baudouin sur le haggis, sur la panse d'Aubrey farcie. Alors moi, j'ai pas honte de le dire. Dans le sketch, il dit: la première fois, on croit que c'est de la merde, et la deuxième, on regrette que ça n'en soit pas. Eh bien, je vous signale tout de même que malgré cela, je me suis arrêtée ce matin chez Marks & Spencer pour voir justement ce qu'il en restait. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Mais du haggis. C'est pas possible. Qui est sur la table devant toi. C'est ça, c'est ce qui ressemble à un boudin, là. C'est magnifique galet. Alors, brebis farcie. Je rappelle que c'est un plat écossais, hein, le haggis. Absolument. Hein, et là, c'est la branche écossaise des kobolds qui... je sais pas. Vous avez dit un huitième, moi c'est un quart. D'accord. Alors, Triche de Seine est plus écossaise. Alors, fais voir, est-ce que... Merci. Alors là, c'est pas de la panse, c'est un autre étui. Dans un autre boyau, en fait. Oui, absolument. Mais c'est de l'avoine et c'est le ventre de l'agneau, c'est les abats qui sont mélangés avec de l'avoine et des épices. C'est un peu comme le kigafarce breton, c'est-à-dire ça se cuisait dans le pot-au-feu, enfin dans un bouillon de viande à l'origine. Ça peut être une délice quand c'est bien fait, c'est magnifique. C'est délicieux, mais très bon avec des navets et des pommes de terre. Oui, tout à l'heure, Vincent, tu as dit qu'il n'y a pas de végétal en Angleterre, mais il y a un végétal très important, c'est l'herbe, et c'est elle qui permet de nourrir le bétail et aussi donc de produire les fromages extraordinaires qui sont au Royaume-Uni. On va y venir tout de suite après cette petite page de pub. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Les amis, my friends, ils sont autour de la table. Triche de Seine, auteur de livres de cuisine, on va dire anglo-saxonne, et soyons clairs, et beaucoup de pâtisseries d'ailleurs. En face d'elle, David Cobbold, notre confrère de Sud Radio. En dehors d'être journaliste du vin, vous êtes quand même extrêmement présent, puisque tous les samedis et dimanches, avec notre camarade Alain Marty dans Invino. Et puis Guillaume Crouzet, qui est de Sud Radio, mais seulement ce matin. Et je ne peux pas parler, je suis la bouche pleine grâce à Triche, tu vois. C'est une honte pour les auditeurs. Du bacon. Oui, parce que Triche, elle a apporté avec elle vient jamais les mains vides, Triche de Seine. Et depuis Faut des dire années. Elle nous gâte aujourd'hui. Là, on est gâtés. Ce sont des penses bêtes, parce que je me sentais un peu
en sous-nom. Ah oui, d'accord. Montrer là. Non, au contraire, vous êtes central ici ce matin. Vous avez apporté des livres. Alors, combien de livres d'ailleurs avez-vous publié en français? J'ai dû faire, je ne sais pas, 20, 25 maintenant. Et avec un succès qui ne s'est jamais démenti. Je dis ça parce que c'est la preuve, et depuis 20 ans que vous le faites, que quand même, les Français achètent des livres de cuisine britannique. Mais oui. Ou irlandaise, puisque là, je vois Mon Irlande, qui est un livre absolument superbe. Votre Irlande, c'est l'Irlande du Nord, mais c'est toute l'Irlande. Toute l'Irlande, oui. J'ai passé 5 ans dans le sud de l'Irlande, donc c'est vraiment tout mon pays. Dans le West Cork, tout. Le comté de Cork. Que Guillaume connaît bien. Ah oui, absolument, j'y suis allé. Alors, justement, ce matin, on se pose la question de savoir, au fond, quels sont les produits, les recettes. On a commencé en parlant de pâtisserie avec le crumble, avec la crème anglaise. On pourrait dire peut-être le fudge. On pourrait peut-être dire... le Eton Mess, qui est un dessert très, très facile. Qu'est-ce et d'ailleurs, que c'est ça? Comme un petit dessert à faire rapidement. Ça, je connais bien, c'était mon école. Ah oui, vous étiez à Eton? Oui. Oh. Nobody's perfect. Et bon, c'est mon savon à raser, le Eton. Alors, le Eton Mess, c'est très facile à faire pour un déjeuner du dimanche. Donc, c'est juste des meringues écrasées avec de la crème fouettée. Donc, moi, je prends toujours une crème fleurette française et je mets de la mascarpone dedans pour que ça soit très épais comme à l'anglaise. Et après, on met des fruits acidulés. Donc, la mangue, c'est bien. Traditionnellement, c'était de la fraise avec de la banane. Et banane, et on mélange tout ça et on appelle un mess qui veut dire bazar. Oui, c'est ça. On peut le dire, c'est le bordel. C'est le bordel d'Eton. Et petite chose à rajouter au-dessus qui le rend encore meilleur, c'est du lemon curd. Ah oui. Et ça c'est juste une petite touche. Côté acidulé. C'est très bon. Alors c'est intéressant le lemon curd parce que c'est grosso modo ce qu'on retrouve sur nos tartes au citron bien françaises, c'est-à-dire en fait une crème de citron, de jus et de zeste de citron, mais au beurre. Au beurre, tout à fait. Parce que le beurre, il est partout présent. On se glorifie beaucoup en France, Triche de Seine, de nos beurres, qu'ils soient normands, poitevins, charentais, même dans les Hauts-de-France, bretons, salés ou non. Mais en Angleterre, le beurre aussi, le beurre et la crème. C'est très important, le dairy. Oui, et ça l'Irlande du Nord et toute l'Irlande aussi, où les vaches, les troupeaux sont dehors tout le temps. Et oui, nous le disait Guillaume, il y a de l'herbe partout, surtout en Irlande. Et le beurre est plus jaune et plus doux. Ah, oulala, non, trichet. Je vous ai pas invité pour nous tailler des croupières sur le beurre. Il faut reconnaître autre chose comme qualité, c'est que justement les Écossais qui ont inventé le high tea. Et avec ça, tout ce qui va en termes de biscuits, les shortbread par exemple. Les scones avec de la crème. Les crumpets, alors là pour mettre du beurre fondu dans ces petits trous, c'est délicieux. Ils sont faits pour, c'est vrai, ces petits alvéoles. Donc il faut en remettre 3 fois. Alors c'est intéressant parce que vu d'ici, bon là j'ai pas honte de le dire, on fait le meilleur pain du monde, je pense en France, notamment avec cette baguette de tradition qui est quand même un truc absolument exceptionnel. Alors ça n'est pas du tout la même chose en Angleterre. L'Angleterre c'est vraiment le royaume du pain de mie, c'est-à-dire en fait de mie beaucoup plus souple et notamment dans cette, on va dire dans cette boulangerie pâtissière autour de l'heure du thé. Parce qu'en fait, tout ça est fait pour accompagner ce repas de mi-après-midi. Absolument. Et puis, ce sont des méthodes qui sont un petit peu différentes. On a beaucoup de choses qui sont levées, la bicarbonate dessous, non pas la levure fraîche. On dirait de la levure chimique chez nous. C'est généralement le bicarbonate. J'ai pas voulu dire ça. Pas de la levure. Oui, mais pour dire ce que c'est. Parce que... Mais en Irlande, nos soda bread et nos wheat and farl, tout cela sont l'air qui est dedans, les scones, c'est donné comme ça. Et du coup, on peut les faire en 20 minutes, ce qui est quand même formidable. Du coup, muffins, scones, toutes ces... Pancakes, les pancakes. Soda bread. Et là, vous en avez apporté d'ailleurs. Oui, il y a des scones qui ont des raisins secs dedans. On les fait à toutes les sortes. Donc, on peut mettre du fromage dedans, du bacon. Et puis, très vite Guillaume Crouzet, qui a beaucoup voyagé là-bas, a parlé des crumpets. Qu'est-ce que c'est les crumpets? Mais elle en parlerait mieux que moi. C'est des petites crêpes qui ont cette côté un peu lisse, à moitié spongieux. Il y a une face qui est pleine et l'autre qui est avec ses trous. Voilà, exactement. Et on le déguste notamment avec ce panel de confitures aussi. Ça, c'est ce côté anglais. La marmalade. Voilà. Et il y a des choses formidables. Ils travaillent ça depuis très longtemps. Alors, les oranges, par exemple, la marmelade d'orange. Donc, il y a vraiment une chose formidable avec
la Grande-Bretagne, c'est que c'est un puits de différence. Et donc, le fait qu'il y ait ce Brexit, moi, ça m'inquiète un peu, notamment pour les fromages, parce que, vous le savez, en Angleterre, il n'y a pas cette notion d'AOP, d'appellation d'origine protégée, ou d'AOC. Et donc, du coup, il y a quelques produits britanniques, mais pas tellement que ça, moins de 100, qui ont une appellation européenne, et elle va disparaître. Or, c'est une forme de protection importante, nous, on le sait en France. Et ça, en revanche, c'est très inquiétant. C'est inquiétant parce qu'il y a des très grands fromages en Angleterre, à commencer par le cheddar, mais qui a été tellement dévoyé aux États-Unis et au Canada, parce qu'il n'a pas su se protéger, effectivement, par une appellation. Il y a un fromage que j'adore. Alors, il y a le Gloucester, il y a le Leicester, le Stilton, qui est un très grand pâte persillé. Qui accompagne si bien le Porto, mais David va nous en dire un mot. Il y a des fromages, ce qu'on appellerait des farmhouse cheese, c'est-à-dire vraiment les fromages fermiers. De plus en plus, il y a eu une explosion du nombre de fromages en Angleterre sur les 10-15 dernières années. Pourquoi ? Parce que les fermiers ne vendaient pas bien leur lait. Donc, il fallait trouver une solution, c'était la conversion en fromage. Aujourd'hui, dans tous les villages de France, on trouve des fromageries, de France, de Grande-Bretagne. Là-dessus, c'est révélateur. Parce qu'on a du mal à se séparer le Brexit, nous, on le digère pas. Et le Stilton, par exemple, il y a un dernier fabricant de Stilton au lait cru qui a d'ailleurs obtenu, il s'appelle Charles Martel, c'est assez étonnant tout de même. Et cet homme, il a réussi à obtenir justement un label européen pour son fromage, mais pas pour ce Stilton, qui est obligé d'appeler Stilton, qui est le nom d'origine. Oui, qui est le nom d'origine, l'ancien nom du village de Stilton. Oui, parce que pour se différencier un peu comme l'Etiva par rapport au gruyère suisse. Exactement. C'est-à-dire c'est un plus, c'est un Stilton plus. Et j'espère qu'on va garder un Stilton au lait cru. Alors, il est temps pour nous, puisqu'on parle de fromage, de parler de vin. David Cobbold, comme je vous le disais, qu'on va retrouver dans pas longtemps, dans Invino. David, votre famille d'abord, votre famille anglaise, elle est importatrice de vin depuis je viens d'une famille brassicole à l'origine qui a fondé une brasserie à Ipswich sur la côte est de l'Angleterre au début du XVIIIe siècle, 1703, et puis importé en même temps du vin pour alimenter les différents pubs qu'ils ont développés progressivement. Mon père a quitté cette société familiale et est devenu marchand de vin, donc je viens d'une famille de marchands de vin. Ouais, ça c'est ce qui n'est pas si rare pour les Anglais. Non, et le métier de marchand de vin était curieusement, alors que c'est mal vu en France, on dit vous êtes marchand de vin, vous êtes mal considéré. Un peu bougnat, quoi. Mais là, c'est considéré comme un métier noble, c'est-à-dire que les familles bourgeoises ou petites aristocraties, qui est le cas de mes origines familiales, nobody's perfect, encore une fois, ils pouvaient être banquiers. Et ils ne pouvaient pas être médecins, mais ils pouvaient être marchands de vin. Mais peut-être aussi parce que c'est pas les mêmes vins qu'importaient les Anglais par rapport aux marchands de vin en France. Parce que historiquement, le marché de vin était réservé à une élite financière, parce que c'était des vins chers qui étaient importés, c'était les seuls qui voyageaient. À peu près. Mais là, on peut en parler pendant des années, parce que l'histoire de l'Angleterre avec le Bordelais, mais pas que, est très important. Et je pense que l'invention la plus significative en matière de vin, l'apport le plus significatif de l'Angleterre, c'est la bouteille industrielle. Puisque sans bouteille industrielle, il n'y a pas de conservation du vin, sauf pour les vins sucrés. Et il n'y a pas de vin à bulles non plus. Jusqu'à ce que, à partir de 1620, sous le roi Jacques Ier, la coupe de bois pour fournir un combustible pour les fourneaux était interdite. Pourquoi ? Parce que la marine anglaise était stratégiquement très importante. Et du coup, il ne fallait pas bousiller les forêts en coupant tout le temps pour faire du verre. Donc on interdisait la coupe de ces chênes. Du coup, il fallait utiliser autre chose. Ils ont trouvé le charbon. Le charbon a un pouvoir qui, à l'origine, beaucoup plus important que le chêne. Et du coup, le verre était devenu plus pur, plus solide. On soufflait du verre plus solide. Et Sir Kenelm Digby, en 1640, a inventé une bouteille qui était cylindrique avec un fond épais, un verre épais, un fond, une quille très, très enfoncée, ce qui permettait au vin de se déposer avec le temps, se garder longtemps et se transporter sans se casser. L'apport des Anglais. Si on ne disait pas merci. Non, mais c'était bien avant le blocus. Le premier verrerie française, d'ailleurs, ça expliquait pourquoi le champagne mousseux est une invention anglaise. Oui, allez-y. Est une invention anglaise. Pourquoi ? Parce que le vin était exporté en vrac.
ne fermentez pas, ne pouvez pas garder la bulle dans une barrique matériellement, vous ne pouvez pas. Du coup, on l'exportait en vrac, émousser les Anglais, rajouter des adjuvants, un peu de sucre, et puis ça repartait en fermentation. Ouais. Et ils avaient une bouteille qui résistait à la pression. Et ça existait en Angleterre 50 ans avant que Dom Pérignon a pris les clés du céleri de Auvilliers. Mais alors c'est incroyable, ça veut dire en clair que on a une minute quand même pour débriefer, hein, comme on dit. Ça veut dire en clair que les Bordelais doivent énormément par les propriétaires terriens, les propriétaires anglais, britanniques du Royaume-Uni qui sont venus en fait faire du vin à Bordeaux, dans la région de Bordeaux, oui. Et les Champenois doivent énormément aux Anglais comme étant premier importateur grâce à ce... Alors pendant très longtemps, le premier importateur de vin mousseux à l'époque où les Français buvaient du champagne tranquille. Ouais, c'est ça. Je rappelle quand même les mots de Marquis de Saint-Évremont, exilé sous Louis XV, parce que c'était un pamphlétaire libertin. Oui, un peu virulent, oui, c'est vrai. Assez virulent, notamment contre, je ne sais plus qui était le Premier ministre, mais peu importe. Donc il s'est lâché. Il dit, vous allez faire vos sales besognes là à Londres, et il a écrit, et il y a une lettre à la Bibliothèque nationale de France, je déplore le mauvais goût de ces Anglais nouveaux riches, qui ont plus d'argent que de bon sens, je paraphrase évidemment, oui, bien sûr. Qui considèrent que le champagne doit être mousseux. Non, le vrai champagne, il est tranquille, parce qu'il était propriétaire à Sillery et à Ailly. Vous vous rendez compte, si le champagne était resté tranquille, et que les Anglais s'en étaient pas mêlés, je crois qu'ils en vendraient beaucoup moins à travers le monde, nos amis champenois. L'histoire de Bordeaux est aussi intéressante. L'histoire de Bordeaux, il ne faut pas oublier que Bordeaux a été anglais pendant 300 ans. Et oui, c'était la Guyane contre la Gascogne. Hein. Oui. Oui. Et le roi Édouard III, pour son couronnement, a commandé 1000 tonneaux de Bordeaux. Ça, c'est équivalent à 1 200 000 bouteilles. Belle fête, hein? Ah oui, tous ces bulles le soir même? Non, il en a peut-être gardé un petit peu. Alors, c'était intéressant parce que c'était financé par Frescobaldi. Ah ouais? Frescobaldi, grand banquier florentin, qui est aujourd'hui producteur de vin. Donc, l'Europe du vin existait à l'époque. Incroyable. L'Europe du vin, elle existe, même en cas de Brexit. Allez, on se retrouve dans une minute. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Dans une ambiance plutôt britannico-irlandaise ce matin autour de la table du marché. Cette place du marché qui est pleine d'invités venus de l'autre côté du Channel, comme on dit en Angleterre. Il y a Trish de Seine qui est irlandaise, mais irlandaise du Nord, mais qui se sent irlandaise tout court, hein, parce que l'air et l'Irlande du Nord ne font qu'un dans sa géographie. Guillaume Crouzet qui est un anglophile convaincu, un peu comme moi, parce que moi j'aime bien ce monde britannique pour ses particularités, et notamment à table, c'est ce dont on discute ce matin depuis le début de l'émission. Et puis David Cobold, qui est journaliste spécialiste des vins, un des membres de Invino, que vous retrouverez d'ailleurs à 12h30, David. Bon, enfin, on n'en reparlera pas parce qu'on n'a pas le temps. On a tellement de choses à raconter. En plus, Trish de Seine est venu avec des produits britanniques. Alors, le trifle, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Les crumpets, on en a parlé. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du bacon. Alors justement, c'est pour rappeler que l'autre moment de la journée qui a été très influencé par la cuisine britannique, c'est le petit déjeuner. Ah, c'est dingue! Avec le bacon, les saucisses, les œufs. Alors, il y en a plein de sortes différentes. Tu le sais bien, Guillaume, entre l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Irlande du Sud, il y a une histoire de beans. Et l'Écosse aussi. Et l'Écosse. Porridge. Le porridge. D'ailleurs, je crois que toutes les armées anglaises ont été nourries aux flocons d'avoine, et c'est ce qui faisait leur vigueur et de manger des sucres lents avant de partir au combat. Hein. Mais c'est drôle parce qu'en fait, cette énorme assiette que l'on trouve avec toutes ces choses dessus, en fait, chaque pays a sa spécialité, a sa particularité. Donc en Écosse, on trouvera des tranches de haggis. En Irlande du Nord, on trouve 2 ou 3 sortes de pains différents, dont un pancake, un petit pain fait avec des pommes de terre qui s'appelle la potato farl. Ah, c'est bon ça. En Angleterre, on trouvera des beans, qui est pour moi une hérésie. Je trouve ça épouvantable parce que tout baigne dedans, c'est dégoûtant. C'est n'importe quoi et c'est dégueulasse. Il faut que je vous dise, permettez-moi d'expliquer à ceux qui nous écoutent, les baked beans, si vous n'avez jamais été dégusté ça, c'est un peu comme le natto au Japon. Hein, c'est-à-dire, le natto sont des haricots de soja dans une sauce un peu fermentée, tandis que les baked beans sont des haricots blancs. Ça a l'air très chic en Japon, alors que les nôtres... mais c'est très difficile au petit déjeuner. Hein. J'ai l'impression qu'il y a peut-être 5
50% de la population française qui ont fait des études linguistiques en Angleterre qui ont été nourris pendant tout le temps. Les baked beans, ils sont traumatisés. Alors, donc les trouver au petit déjeuner, c'est quand même pas possible. Alors les Irlandais, les Écossais, on a bien compris ce qu'il fallait mettre dans l'assiette. Ce petit déjeuner, il est très important dans notre vie parce qu'on parle beaucoup de brunch maintenant dans notre ce moitié breakfast, moitié lunch, c'est-à-dire ce grand petit déjeuner du week-end, parce qu'on a le temps. Nous, de ce point de vue-là, on est des arriérés. Enfin, si on n'avait pas connu le monde du Royaume-Uni, à table, on continuerait avec notre café croissant. Vous continuez de vous lever à 8h du matin et vous n'aurez pas la grasse mat de dimanche matin en attendant le brunch. On vous a quand même apporté beaucoup de choses. Oui, mais sur le plan des produits, on peut dire que globalement, le français, c'est vraiment café croissant. C'est-à-dire, c'est très limité, alors que le breakfast au Royaume-Uni, c'est un vrai repas. Mais oui, ça remplace le lunch, d'où le mot. Donc, on n'a pas besoin, quand on prend un petit déjeuner comme ça ou un brunch, on peut passer directement au thé à 4h. C'est très commode. Guillaume Crouzet, on parlait à l'instant des baked beans, de ces haricots à la tomate un peu sucrée quand même, sauce tomate. C'est maintenant presque un monopole de la maison Heinz, qui est évidemment une grande industrie agroalimentaire. Il y a un autre produit auquel on pense évidemment, c'est le ketchup. Et ce ketchup, il fait partie de notre vie. Je veux dire, il est rentré, on le doit aux Anglais. Alors oui, et ça fait partie d'ailleurs, c'est une autre caractéristique qu'on a adoptée de la part des Anglais, sont effectivement cette science de la sauce. Alors le ketchup, bien évidemment, mais la sauce tartare aussi, qui est servie dans cette institution qu'il y a en Angleterre, qui sont les fish and chips, les chippy comme disent les Anglais. Donc c'est... Parce qu'on parlait tout à l'heure, on a eu la chance d'avoir Hélène Darroze ici. C'est vrai que Londres, en termes de nombre d'étoilés Michelin, il y en a 67 en 2019. C'est plus que Rome, Berlin et Madrid réunis, donc c'est tout de même incroyable. Mais il y a aussi une cuisine populaire vraiment intéressante en Grande-Bretagne, c'est justement ces fish and chips qui sont un peu pour moi l'équivalent de la pizza en Italie. Donc on trouve là, c'est vraiment formidable, ces poissons blancs qui sont servis, Triche, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, avec dans une pâte à frire à base d'œufs, de farine et de bière. Et là il y en a des formidables. Même en France. Moi, à côté de chez moi, qui habite à Pigalle, la maison mère, rue Navarin, sert de délicieux fish and chips. Voilà, ça va nous manquer, ça. Merci aussi, je crois. Oui, David Cobble. Je pense qu'il faut parler aussi de l'apport des épices. L'Angleterre, par sa marine marchande et militaire, a très vite importé, plus vite que la France, des épices. Et ça a transformé le goût. Les Hollandais et les Anglais. Les deux, mais il y avait des liens très forts, et le Portugal aussi. Mais l'épice dans la cuisine anglaise est arrivée beaucoup plus tôt, ce qui a permis une conservation, ce qui a éliminé le sucre et qui a expliqué pourquoi les Anglais voulaient des champagnes bruts et même ultra bruts avant que ça devienne la mode en France. Oui, mais David, de ce point de vue-là, les épices, il y a aussi l'Empire britannique, évidemment, et notamment l'apport des Indes. Tous les currys qu'on mange en Europe, ils sont plutôt anglais que vraiment indiens. Oui, c'est vrai. C'est vrai que nos currys, en plus, ils sont très doux, c'est pas très épicé. On a très peu de chili qui sont dedans. Il y a 2 plats qui sont très anglais, que l'on connaît un peu en France. C'est le Coronation Chicken. Qui est en fait de la mayonnaise mélangée avec de la crème et des épices c'est super light, ça. Et avec du poulet poché, c'est très bon en très été. Parfumé. Juste pour rajouter le fait que ces épices viennent partout, tiens, les Français par exemple, le petit pâté de Pesnas, moi qui suis d'origine montpelliéraine, le petit pâté de Pesnas, c'est une création qui vient d'un gouverneur qui était britannique et vice-roi des Indes. Ce mélange d'épices, le sucré salé, tout ça, c'est des goûts. Ils nous ont apporté des choses formidables. Donc on leur dit pas bye-bye complètement. Notamment le sucré salé. Le sucré salé, c'est très britannique parce que par le ketchup. Au fond, le ketchup a fait rentrer le sucre dans les préparations salées chez nous. Il n'y a qu'un truc, moi, qui me gêne. Alors, je ne sais pas si je vais m'attirer les foudres de mes amis du Royaume-Uni, mais c'est de mettre du vinaigre sur les frites. Parce que ça, au fish and chips, il y a toujours le vinaigre de cidre sur les frites. Oui, mais Vincent, ça allège le gras. Absolument. Et alors maintenant, ce que l'on fait, c'est de les repoêler. Donc on déglace en fait un petit peu quand on fait des frites comme ça. Et on remet au four avec un peu. Et du coup, on a juste l'acidulé sans que ça trempe. Moi, j'adore ça. Je suis pas de ton avis. Les chips au vinaigre, j'achète ça. C'est délicieux. David,
Un petit mot quand même, parce que le temps file. Je me rends compte qu'on a presque terminé cette émission. On pourrait rester la journée. Un petit mot sur le vin en Angleterre, et notamment dans le sud de l'Angleterre. Je pense au comté de Kent, mais pas seulement. Alors, il faut juste, au préalable, juste dire un mot que si le vin de Bordeaux aujourd'hui est rouge, c'est grâce au marché anglais. Parce que grâce à Arnaud de Pantac, qui au XVIIe siècle a décidé d'écarter les raisins blancs de ses parcelles de rouge. Avant, tout était mixé, ce qui a fait que les Anglais appelaient pendant très longtemps le vin de Bordeaux claret, qui vient de claret. C'est un peu comme un rosé foncé. Rosé foncé ou rouge clair. Mais Pantac a fait à Aubryon, et c'était le début des crus classés, un vin rouge foncé que Samuel Pepys, le blogueur de l'époque, a décrit comme le vin le plus singulier, le plus différent que je ne connaisse. Il appelait ça O'Brien. Oui. Et ensuite, John Locke, le philosophe écossais, est arrivé 10 ans plus tard à Aubryon et a fait le premier touriste du vin. J'aime bien O'Brien. Where is Brian? In the vineyard. Alors, pour revenir au vin anglais, maintenant, c'est les bulles. Les vignobles anglaises existaient parce que c'est les Romains qui ont importé la vigne en Grande-Bretagne, dans le sud de l'Angleterre. Ensuite, Henri VIII, quand il a démembré les monastères, tout a été arraché. C'était les moines qui conservaient le vin. Je ne sais pas à quoi il ressemblait, ça devait ressembler étrangement à de l'acide de batterie. Mais depuis la Seconde Guerre mondiale, on a replanté de la vigne et aujourd'hui, il y a 3000 hectares de vignes en Angleterre. Des jolis blancs, pour notamment sur la côte sud. Des bulles, surtout. Des bulles. Surtout des vins de base. Sous quelle appellation? Mais il n'y a pas d'appellation. Parce qu'il n'y a pas d'appellation, comme Guillaume a dit. Ils ont essayé de l'appeler ça Champagne, ils ont perdu. Non, mais Champagne, c'est pas possible. Parfois, on appelle ça Bretagne, que je trouve ridicule. Mais ce sont des vins mousseux de qualité. Il y en a vraiment d'excellents. Quel est le grand cépage? C'est le chardonnay en général? C'est comme en Champagne, c'est chardonnay, pinot noir, un peu de pinot meunier. Oui, parce qu'on est pratiquement à la même latitude que la Champagne. On estime que le climat dans la partie sud de l'Angleterre, c'est le climat de la Champagne il y a 25 ans. Avec peut-être un peu plus d'humidité, un peu moins de chaleur, mais c'est globalement pareil. Merci, en tout cas ça nous donne envie de découvrir les vins britanniques. Ça va peut-être être compliqué d'en avoir maintenant avec le Brexit, on va les payer plus cher. Et c'est pas donné, parce qu'une grande marque comme Knight Amber, c'est 45 €. Trish de Seine, merci d'être venu. Si je devais retenir 2-3 plats en 30 secondes, les choses à goûter vraiment dans la cuisine de ce grand Royaume-Uni. Que l'on trouve en France, je pense qu'on ne peut pas ne pas parler du Welsh Rarebit, qui est le plat au flore. C'est un peu le croque-monsieur gallois. Quoi? Non, c'est beaucoup plus raffiné que le croque-monsieur. Est-ce vraiment gallois? Ça se discute. Ça se discute. Et puis on dit souvent Welsh Rabbit alors que c'est Rarebit, mais c'est fait avec un roux et de la bière et beaucoup de cheddar. Et beaucoup de cheddar et après gratiné sur du toast. Donc d'accord, peut-être un peu. Rarebit, ça veut dire le petit morceau rare, quoi. C'est-à-dire le petit bout. Pourquoi n'a-t-on pas cité Marmite quand même? Ça y est. La Marmite. Ça, c'est de l'extrait de revue. Mais maintenant, c'est passé dans le vocabulaire. On dit que quelqu'un est Marmite. Soit on l'aime, soit on le déteste. Donc, moi, je suis dans le camp des détesteurs. Il faut juste savoir, c'est très salé, et il faut juste savoir ce qu'on va goûter. Parce que moi, la première fois, j'ai cru que c'était de la pâte à tartiner. Et en fait, c'est très salé, et ça ressemble à un bouillon de légumes concentré. C'est comme un fond de bœuf, mais comme une demi-glace, non? Très, 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 très fort. Ça se met en toute petite couche sur les toasts bien grillés avec du beurre. Enfin, en Angleterre. Guillaume, s'il y avait deux produits que un fromage que j'adore et qu'on connaît mal, c'est le Stinking Bishop, littéralement l'évêque puant. Alors effectivement, ça sent une vieille chaussette au démarrage, mais ça ressemble à l'intérieur un peu à l'époisse et c'est très doux. Vraiment, Guillaume, vous allez essayer quelque chose comme l'évêque puant, c'est une merveille. Moi qui essayais de nous faire regretter le Brexit, vous donner des arguments pour les ça, c'est la fantaisie britannique, c'est formidable, non? Cette fantaisie qui faisait Flores ce matin, ici, place du marché, avec nos invités David Cobbold, Trish de Seine, Guillaume Crozet, on était très contents. Voilà, c'était un petit hommage à la table britannique dans son ensemble, on les aime bien. Merci à tous.